Bonjour à tous, on va bientôt commencer. On attend encore quelques les retardataires. Enfin, on n'a pas vraiment commencé, il est 10h59. Voilà, on va commencer. Donc oui, le son est bien actif. J'ai vu une question dans le chat. Vous m'entendez bien? Très bien, Antoine. Ok. Voilà, donc bonjour à tous et merci d'avoir rejoint notre second webinaire IMI hydraulique. Euh, Avant de commencer, donc je me présente, je suis Antoine Jauvert, chargé du support technique et de la formation de nos clients en France, et je serai à vos côtés donc aujourd'hui pour l'organisation de ce webinaire. Avant de commencer, quelques questions d'ordre pratique pour le bon fonctionnement. Alors, nous maintenons vos micros inactifs durant la présentation afin qu'on puisse dérouler dans les meilleures conditions. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez les poser à la droite de votre écran dans la fenêtre questions. La présentation durera 50 minutes et nous répondrons à vos questions ensuite lors d'une session d'une dizaine de minutes. Ce qui fait qu'on a débuté à 11 heures, on terminera donc le webinaire à midi afin de respecter bien sûr vos emplois du temps respectifs. Vous serez également invité à participer à des sondages pendant la présentation. Merci pour le bon déroulement des sondages, pour que vous puissiez répondre, choisir les réponses, de passer en mode fenêtre. Vous pouvez à tout moment basculer entre ces deux modes, mode fenêtre et mode plein écran, via le bouton qui est prévu à cet effet. Donc on a débuté le 28 mai une série de 6 modules qui présentent les solutions hydrauliques pour répondre aux nouvelles contraintes d'optimisation énergétique et environnementale dans la construction des bâtiments. Durant la session précédente, nous avions établi le poids des systèmes CVC dans la consommation énergétique mondiale. Donc, cette session était animée par Jean Olivero, directeur technique chez IMI Hydraulic Engineering. Le replay de ce webinaire est disponible sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous décrirons les différents modes de régulation des unités terminales et nous présenterons notamment les avantages d'une régulation modulante par rapport à une régulation tout ou rien. Ensuite, le 9 juillet, nous décrirons ensemble comment ajuster les faibles débits dans une installation et la gestion du débit minimal. Puis, nous nous donnons rendez-vous le 24 septembre pour voir les différentes solutions en changeover, donc chaud et froid dans une installation. Ensuite, le 29 octobre, pour décrire comment réaliser un équilibrage hydraulique optimal en résidentiel collectif. Enfin, le 26 novembre, nous verrons comment la communication digitale au service de l'optimisation hydraulique. Pour rappel, IMI Hydraulique fabrique et commercialise des produits
innovants au service de l'ingénierie hydraulique à travers ces trois marques, IMI Pneumatex pour le maintien de la pression dans une installation et la préservation de la qualité d'eau, IMI TA pour l'équilibrage et la régulation hydraulique, et IMI AMR pour la régulation thermostatique des unités terminales. Avant de poursuivre et de céder la parole à Eric Bernadou qui animera la session du jour. Donc, Eric Bernadou, responsable projet chez IMI Hydronic Engineering, souhaitait introduire le sujet avec une question qui va nous permettre d'appréhender de façon, avec un exemple un petit peu, comment fonctionne une installation hydraulique. Voici la question. Quelle analogie peut-on faire avec une installation hydraulique? Le réseau électrique, le corps humain ou le réseau autoroutier? Si vous n'arrivez pas à répondre, je vous laisse passer en mode fenêtre, je vous y invite. Vous pourrez ensuite basculer sur le mode plein écran plus tard dans la présentation. Merci pour vos réponses. Je les partage. Donc, elles sont assez variées parce que, en effet, chacun a sa vision, chacun a sa perception d'une installation hydraulique et c'est ça qui fait la diversité de nos points de vue et de nos échanges. Il n'y avait pas de mauvaise réponse, hein, mais je vais m'attarder sur une analogie en particulier. C'est celle du corps humain, car il est extrêmement sophistiqué. En effet, le corps humain doit maintenir une température corporelle, une température ambiante, comprise entre 36 et 37 degrés. Et pour maintenir la température sur une plage aussi étroite, il a besoin d'un système de régulation qui soit extrêmement précis. De quoi est composé le corps humain et comment on peut le comparer à une installation hydraulique? Eh bien, nous avons une distribution hydraulique, c'est notre réseau sanguin. Il est équipé d'une pompe, c'est notre cœur, d'une chaudière, c'est notre estomac qui produit de l'énergie à partir de ce que nous mangeons chaque jour, et d'une régulation centralisée, une gestion, une GTB en quelque sorte, c'est notre cerveau. Et puis, dans un bâtiment, lorsqu'on ressent de l'inconfort, un inconfort thermique, on va faire appel à notre exploitant pour venir constater les anomalies et résoudre les problèmes. Eh bien, c'est le même cas pour un homme, pour un corps humain, pour vous et moi. Lorsque l'on va mal, lorsqu'on ne se sent pas dans notre assiette, on va consulter notre médecin qui va nous examiner, nous écouter patiemment et utiliser ces instruments de mesure afin de prendre nos constantes. Il va prendre notre tension, mesurer les battements de notre cœur avec un stéthoscope, pardon. Et là, le diagnostic tombe, le verdict tombe, notre système est mal régulé et perturbé par des pertes de charge trop importantes ou trop faibles à différents endroits de notre corps. Pour résoudre ces problèmes, on va devoir rétablir un mode de régulation qui soit sain et adapté à l'ensemble de notre corps. Enfin bref, vous l'aurez compris, on peut faire une analogie complète entre l'installation hydraulique, l'installation de chauffage ou de climatisation et le corps humain. Il doit gérer des variations de débit, des variations de vitesse, une distribution équilibrée des bonnes pressions à travers l'ensemble de l'installation, sous peine de tomber gravement malade. Voilà, j'espère que cet exemple, cette analogie vous a parlé. En tout cas,
Pour moi, c'est le cas. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Eric pour la suite de la présentation, pour les détails un peu plus techniques. Merci bien Antoine. Bonjour à tous. Donc on va démarrer ce module numéro 2. Module numéro 2 consacré à la régulation de nos installations de chauffage et climatisation. Pendant ce module, eh bien, on va regarder les différents modes de régulation qui s'offrent à nous, que les fabricants de régulation nous mettent à notre disposition, et finalement voir les applications et les limites de ces systèmes. Ensuite, on va regarder le comportement de l'élément que l'on contrôle, que l'on régule. Bien sûr, si on veut faire une régulation correcte, encore faut-il savoir comment se comporte l'élément que l'on régule. L'élément que l'on régule, c'est l'échangeur. L'échangeur soit en ambiance, soit sur l'eau, donc où on va échanger les calories ou les frigories, et on va regarder le comportement de cet échangeur, la relation entre le débit que j'envoie dans cet échangeur à une certaine température et la puissance qu'il me restitue, et également une autre notion qui est importante, les températures de retour qui vont être induites par ça. Donc ça, c'est le comportement de l'échangeur. Ensuite, en régulation, à cet échangeur, on va associer une vanne de régulation, et on dira quelques mots sur les caractéristiques des vannes, la notion d'autorité des vannes de régulation, tellement importante dans le domaine de la régulation. Et puis enfin, on verra également la régulation de pression différentielle, qui est une boucle de régulation supplémentaire que l'on va utiliser sur nos installations, qui va nous aider au bon comportement de cette installation. Et on aura une conclusion avec un jeu de questions-réponses. Et tout au long de cette présentation, vous pouvez, comme indiqué par Antoine, poser vos questions, et au fil de l'eau, on répondra à certaines. Et puis à la fin, on ne pourra probablement pas répondre à tout à la fin, mais on en prendra quelques-unes. Et de toute façon, vous recevrez quand même des réponses complètement à la fin. Donc, quand on parle d'installation, et l'analogie est une belle analogie, ce qu'a nous a décrit Antoine, en fait, dans l'installation, on a un système complet, et quand on s'occupe de l'hydraulique, on doit avoir une vision globale du comportement de l'installation. C'est ce qui en fait sa beauté, c'est ce qui fait aussi la difficulté. En tant que fabricant, on peut être tenté de se focaliser sur son produit localisé, sa pompe, sa chaudière, son élément de régulation, mais en réalité, en hydraulique, vous devez avoir une vue complète, et ça part de la production, bien sûr, avec les chaudières à condensation, les groupes de froid, les pompes à chaleur. Ensuite, on a la distribution avec une interface entre la production et la distribution, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Ça sera l'objet de la discussion dans le webinaire numéro 3, le module numéro 3. Une interface lors de la distribution, la partie tuyauterie, les pompes à vitesse constante, les pompes à vitesse variable. Je dis bien vitesse variable, non pas débit ici. Ensuite, les sous-stations, l'équilibrage, la régulation au niveau de la distribution. Et puis enfin, l'unité terminale, l'endroit où on va échanger l'énergie avec une régulation. Et c'est de cette régulation dont on va parler aujourd'hui. Et c'est à ce niveau-là qu'on a une interface avec l'utilisateur. Finalement, pour un utilisateur moyen qui ne connaît pas notre métier, la seule interface qu'il a avec notre profession de thermicien, c'est je rentre dans une pièce et puis j'ai trop froid, j'ai trop chaud ou je sens rien. En fait, si je sens rien, c'est plutôt une situation confortable. C'est un problème dans notre métier, c'est que finalement, quand on ressent rien, ben, c'est plutôt bien. Donc, personne ne va nous remercier. Les gens sont bien, ils sont dans le confort. Par contre, quand on rentre dans une pièce, vous savez, vous rentrez, puis vous sentez une petite sensation de froid, vous avez des frissons, et puis vous commencez à regarder où est le thermostat. C'est déjà une situation d'inconfort. Et puis, on trouve le thermostat, il était caché derrière un rideau, et puis on va sur le thermostat, on commence à décaler le point de consigne vers le haut. On attend quelques minutes, bon, on voit que rien ne s'est passé, donc on revient sur le thermostat. De nouveau, on le décale un petit peu vers le haut. Alors, si on entend un petit clic, là, quand on bouge le bouton, on se dit, hop, ça va, il y a de la vie derrière, il y a quelque chose qui se passe. Normalement, ça devrait déclencher quelque chose, je vais avoir chaud dans pas longtemps. Et puis, très vite, on voit que le thermostat, il est mis à son maximum, il est mis à 26, à 28 degrés. On n'aura jamais ces températures-là dans la pièce, bien sûr, puisque le système n'a pas été bien dimensionné pour ça, mais le thermostat reste consigné en haut, et la vanne sera complètement ouverte en permanence sur cette batterie-là. Donc ça, c'est l'interface avec l'utilisateur et la nécessité d'avoir des températures ambiantes qui sont maîtrisées dans les locaux, puisque c'est le seul élément que va percevoir l'utilisateur du bâtiment. Vous pouvez lui dire, oui, j'ai refait ma chaufferie, j'ai des chaudières à condensation, dernière technologie, des pompes à vitesse variable, j'ai repeint toute la chaufferie, etc. Ça, l'utilisateur, évidemment, ne va pas voir tout ça. Ça serait vraiment exceptionnel qu'il aille visiter les chaufferies, c'est quand même pas souvent le cas. Et puis également, le comportement de cette vanne de régulation va pas influencer uniquement la température ambiante, mais également va influencer le comportement global de l'installation.
Et en fonction du type de régulation que vous allez choisir, en fonction du type de vanne que vous allez choisir, eh bien, vous allez faire varier le débit au niveau des pompes. La variation du débit ne dépend pas des pompes, mais dépend de l'utilisation, ce que vous faites. La pompe vous donne, comme le cœur avec l'analogie qu'a pris Antoine, vous donne une certaine pression et ensuite c'est à vous de régler votre installation, d'avoir des vannes qui vont utiliser, faire varier ce débit. Donc le débit variable d'une installation dépend des vannes, dépend de la régulation, il ne dépend pas des pompes qui sont, elles, à vitesse constante ou vitesse variable. Et même chose pour les températures de retour, pour les groupes de froid ou les chaudières, ben, ça ne dépend pas de votre chaudière, ça ne dépend pas du groupe, mais ça dépend de comment on va utiliser l'énergie et la température qu'on va renvoyer sur les groupes de froid ou sur les chaudières. Et donc, on va influencer directement le rendement de la production. Alors, quand on parle de régulation, eh bien, on parle de boucle de régulation. La première boucle de régulation ici qu'on aborde, c'est une boucle très classique, régulation de température ambiante. Donc, on veut réguler la température d'un local, ici à droite de ce schéma. On a un local, on a des perturbations liées à les conditions extérieures. On a mis une sonde dans ce local qui va mesurer la température. Et puis cette sonde ici, elle envoie son information au régulateur. Le régulateur, c'est la tête pensante du système, c'est l'intelligence, c'est le cerveau. Et il va comparer ce qu'indique la sonde avec le point de consigne. Et en fonction de cette information, il va envoyer un signal à un moteur qui, lui, va réagir, il va agir sur une vanne. En fait, on va agir sur la course de la vanne, on va changer le KV de la vanne. Et en changeant le KV de la vanne, on va changer le débit que l'on envoie dans l'unité terminale et on va changer la puissance pour la réadapter et avoir la bonne température. C'est ce qu'on appelle une boucle fermée puisqu'on mesure et on agit pour corriger la mesure que l'on vient de faire. Donc, boucle fermée, très classique évidemment dans notre métier. Alors, cette boucle, elle est caractérisée en termes de complexité par ce que l'on appelle les temps de retard et la constante de temps. Les temps de retard, ce sont tous les éléments qui vont faire que eh bien, j'ai du retard dans mon information par rapport à ce qui s'est passé dans ma pièce. Il y a eu un changement de température. Le temps que la sonde ait détecté ce changement de température, suivant son emplacement, suivant si elle est influencée par d'autres éléments autour, eh bien, comment je vais détecter cette température. Ensuite, comment je vais transmettre au moteur et on va ouvrir, fermer un moteur, eh bien, c'est le temps d'ouverture et de fermeture du moteur. Or, si on a des moteurs électriques, les temps de fonctionnement d'un moteur électrique, on va parler de 1 minute, 2 minutes. Bien sûr, ça va dépendre de la course de la vanne. Moteur thermique, on parle plutôt de 4 à 5 minutes d'ouverture ou fermeture des moteurs thermiques. Et ensuite, ça va dépendre bien sûr de l'unité terminale, son temps de réaction. Je lui ai envoyé une puissance, combien de temps il lui faut pour transmettre cette puissance à la pièce. Donc ça, c'est les temps de retard. Et ce temps de retard, on va le comparer à la constante de temps du local, c'est-à-dire comment réagit le local quand j'ai une impulsion de puissance. Et c'est ce rapport entre ces deux valeurs qui va nous donner la complexité de la boucle de régulation. Il va nous dire, eh bien, c'est plus ou moins difficile de faire le contrôle de cette boucle de régulation. Alors, on ne va pas refaire ces mesures en permanence sur toutes les installations, mais quoique, on doit se poser des questions quand même, de dire, attention, ce que j'utilisais il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce que les choses n'ont pas évolué ? Et est-ce que je dois toujours réguler de la même façon? Par exemple, l'isolation, maintenant, on fait beaucoup d'isolation par l'extérieur par rapport à l'intérieur. Donc, on a changé les paramètres, les batteries, les échangeurs qu'on utilise ont changé. Donc, ça, c'est pour la boucle de régulation température ambiante. Je vais prendre une autre boucle de régulation, mais avant ça, le régulateur, lui, et on va y venir après, il a en gros trois comportements. Il va soit envoyer un signal qui est dit en tout ou rien, on-off ou chronoproportionnel, soit un signal 3 points, soit un signal modulant. Et on va en parler juste après. Avant de parler de ces comportements, de ces boucles de régulation ici, une autre boucle, c'est la régulation de température d'eau. Alors ça, c'est également une boucle très connue, réglage de température d'eau en utilisant une vanne 3 voies mélangeuse, où on va venir mélanger de l'eau de retour de l'installation avec de l'eau de départ pour faire la bonne température ici que l'on souhaite avoir pour envoyer sur l'installation. Ici, on parle de boucle ouverte parce qu'en réalité, on ne va pas mesurer la température ambiante et voir l'impact sur la température ambiante. Enfin, on pourra le faire en cascade dans un second temps. Mais ici, sur cette boucle, on mesure la température extérieure. On considère que la température extérieure reflète ce qui va se passer à l'intérieur du bâtiment. Et en fonction de cette température extérieure, par l'intermédiaire de la
de la loi de chauffage, on va déterminer un point de consigne et ça va être le rôle de la vanne 3 voies de faire ce mélange ici pour avoir le bon point de température ici de mélange pour l'installation. On voit ici qu'on a une boucle d'ailleurs qui est beaucoup plus rapide que la première. Loi de mélange d'eau, c'est quelques secondes quand on fait un remélange d'eau pour avoir les températures qui ont changé. Je voudrais profiter ici de cet exemple pour prendre un autre exemple d'application avec une vanne 3 voies ici que l'on rencontre sur pas mal de projets où on va se mettre dans le domaine du froid, où vous avez une installation, vous savez, où vous fournissez de l'eau à 7 degrés, et puis cette eau à 7 degrés, elle vous sert pour alimenter des centrales de traitement d'air, des réseaux de ventiloconvecteurs, en fait divers systèmes, et puis également, vous avez un réseau de plafonds froids, mais les plafonds froids, on ne veut pas leur envoyer de l'eau à 7 degrés. Parce que si j'envoie de l'eau à 7 degrés sur les plafonds, eh bien, je vais condenser, il va pleuvoir dans le local. Donc, on ne va pas envoyer de l'eau à 7 degrés. On veut envoyer une eau, par exemple, à maximum ici, au minimum, pardon, à 15 degrés et au-dessus de 15. Eh bien, pour faire ça, ce que l'on voit sur des projets, sur les cahiers des charges, il est recommandé d'installer une vanne 3 voies qui assurera le mélange entre l'eau de retour à 18 avec de l'eau de départ pour envoyer de l'eau à 15 degrés sur les plafonds et réguler correctement la température des plafonds. Ici, on a deux soucis. Le premier souci, c'est que, vous voyez, cette vanne 3 voies, eh bien, elle reçoit une pression primaire. Il y a une pompe quelque part au primaire qui pousse son débit pour alimenter d'autres réseaux, les centrales de traitement d'air ou d'autres réseaux de l'installation. Ça veut dire que cette vanne 3 voies ici, qui est dite mélangeuse, en fait, par rapport à la pression primaire, vous voyez un plus ici et un moins, elle a tendance à être diviseuse, d'accord? Et on va constater que sur certaines installations, en fonction de la position de la vanne 3 voies, vous allez avoir un moment donné où la pression primaire devient trop forte. Et à ce moment-là, on a un phénomène d'inversion de circulation dans le bout de tuyau ici. Pourtant, on avait mis une flèche éventuellement pour dire l'eau normalement circule dans ce sens-là. Eh bien, dans certains cas, on va constater que l'eau circule dans le mauvais sens ou bloque la circulation du bypass. Alors, le souci, c'est que si vous bloquez le bypass ici, eh bien, vous ne remélangez plus et vous envoyez de l'eau potentiellement à 7 degrés sur les plafonds. Évidemment, le régulateur se met en alerte, on n'accepte pas ça. De suite, il va refermer sa vanne pour avoir plus de bypass. On va remettre en circulation dans le bon sens le bypass et on va de nouveau augmenter fortement la température. On va avoir un phénomène d'instabilité. Et d'ailleurs, on l'entend même au bruit de fonctionnement de ces vannes 3 voies, dans certains cas, quand elles reçoivent cette pression primaire. Le deuxième souci que l'on a ici, c'est le dimensionnement de cette vanne 3 voies. Ici, vous voyez, elle est traversée par le débit total de ce réseau pour les plafonds. Et en fonction du débit primaire, est-ce qu'il va se remélanger dans le bypass? Ça veut dire que je prends la puissance et je divise par le delta T de ce circuit. Je pars à 15, je reviens à 18, delta T de 3, et ça me permet de terminer le débit pour calculer cette vanne-là. Mais en réalité, cette vanne-là, elle ne va jamais s'ouvrir en grand. Si elle s'ouvre en grand, j'envoie de l'eau à 7. Ça veut dire cette vanne-là, je vais l'installer, je vais la calculer pour un gros débit, mais en réalité, elle sera ouverte, on peut le calculer, hein, mais elle sera ouverte au maximum à 30% de sa course totale. Ça veut dire qu'on a acheté une grosse vanne qui va travailler en fait à 30% de sa course. Il y a 70% qui ne servent à rien. 70%, on pourrait demander une remise de prix parce qu'en fait, on va pas utiliser ces 70%. Alors l'idée, c'est de faire évoluer ce schéma-là et de dire, ben, tiens, plutôt que d'utiliser une vanne 3 voies, on va travailler avec une vanne 2 voies qui va travailler en injection sur un bypass ici, un casse pression différentielle, un découplage hydraulique, c'est un bout de tuyau ici sans perte de charge. Ici maintenant, cette vanne 2 voies, eh bien, elle va être alimentée par la pression primaire. Je vais la calculer en fonction de la pression primaire. Quel est le delta T pour cette vanne 2 voies? Eh bien, je dois toujours fournir la puissance sur mes plafonds ici. Mais maintenant, le delta T reçoit de l'eau à 7 et le retour, c'est 18. Donc, c'est un delta T de 11. Vous voyez un delta T qui est plus de 3 fois supérieur à ce qu'il était auparavant. Delta T 3 fois supérieur, ça veut dire débit 3 fois inférieur. Cette vanne-là, qui va travailler maintenant sur toute la course, elle sera plus petite. Et en fait, alors si on fait le calcul sur un exemple de puissance, ici on aurait installé une vanne en DN50, vanne 3 voies, donc qui coûte plus cher. Et ici, on va installer une vanne 2 voies en DN32. Et la beauté de la chose, c'est qu'elle va fonctionner de meilleure façon. Donc, non seulement on la paye moins cher, mais en plus, elle travaille beaucoup mieux sur l'installation. Donc, voilà une possibilité de changement et d'évolution des circuits. Alors, je reviens sur les boucles de régulation. Et en fait, donc, les 3 modes de régulation, le premier, c'est le tout ou rien. C'est le plus simple. Et l'idée, c'est de dire simplement, voilà, j'ai une consigne, mettons, à 20 degrés.
Quand je suis en dessous de 20 degrés, eh bien, j'ouvre ma vanne ici pour envoyer du débit chaud. Et puis, quand j'arrive à un différentiel, mettons de 20,5, eh je vais dire, je vais couper la vanne et j'espère redescendre en température ici. Et je vais travailler comme ça dans ce différentiel. Et quand j'arrive à 19,5, je réouvre la vanne. Et puis voilà, je vais maintenir ou je souhaite maintenir ma température dans ce différentiel. Et on va régler ce différentiel pour le régulateur en tout-tourien. En réalité, ce que l'on constate, bien sûr, c'est que quand je ferme la vanne, eh bien, comme je l'ai expliqué précédemment, on a des temps de retard. Temps de retard de la mesure, temps de retard des moteurs, donc plusieurs minutes, temps de retard d'inertie du système. Et suivant les systèmes et ce temps de retard, je vais constater une oscillation qui est plus importante. Ici, je vais monter en température au-dessus de ce que je souhaitais. Et même chose à la redescente. Alors en réalité, on est peu sensible au point de consigne, à la température elle-même. Très peu de personnes peuvent détecter dans une pièce si c'est 20,5, 21, 21,5. Par contre, on va être sensible à ces oscillations. Alors, quand il fait trop chaud, bon, on prend son mal à la patience. Et quand il fait trop froid, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à interagir avec le thermostat et commencer à décaler le point de consigne du thermostat. Et c'est en décalant le point de consigne du thermostat qu'on provoque les surconsommations. C'est quelque chose qu'on avait présenté au premier webinaire, les consommations énergétiques. Eh bien, 1 degré de température ambiante en plus dans un bâtiment, c'est de 6 à 11% de consommation supplémentaire. Donc, si au lieu de chauffer à 20, je chauffe à 21, eh bien, c'est 6 à 11% de consommation supplémentaire. Et en froid, c'est même plus, puisqu'en froid, 1 degré trop bas, c'est de 12 à 18% de consommation énergétique supplémentaire. Donc ça, c'est un mode tout ou rien qui ne fonctionne pas correctement. Je n'ai pas réussi à maîtriser dans une bande acceptable les oscillations de température. Or, l'idée, c'est de faire évoluer ce mode tout ou rien et probablement la majorité d'entre vous, vous connaissez, on vous a entendu parler du chrono-proportionnel. Alors, le chrono-proportionnel, c'est une fonction, on va dire, anticipatrice. C'est toujours du tout ou rien, mais on va essayer d'anticiper les éléments et on va essayer d'agir avant d'avoir vu cette température ambiante qui avait oscillé au-dessus du point de consigne. Eh bien, c'est un élément qui nous vient de l'électricité. En électricité, hachage de phase, régulation de puissance sur de l'électrique, et qu'on a étendu pour l'utilisation et améliorer le comportement des convecteurs électriques. Et il y a eu beaucoup d'installations faites en convecteurs électriques, alors de basse qualité. Aujourd'hui, ils sont quand même de bien meilleure qualité. Et avec beaucoup d'inconfort et de consommation d'énergie, on a essayé d'améliorer. Et donc, l'idée, ça a été d'utiliser ce principe-là, chrono-proportionnel, pour améliorer le comportement de cette installation. Et le chrono proportionnel, simplement, on va venir observer dans un temps de cycle, ici TC marqué sur le graphe, on va venir observer quel est le différentiel entre le point de consigne et la mesure réelle que j'ai de température. Et en fonction de ce différentiel, eh bien, on va dire maintenant, pendant ce temps de cycle, je vais venir mettre on, je vais mettre ma puissance pendant un certain pourcentage de ce temps. D'accord? Donc, si je suis éloigné, eh bien, je vais mettre en on quasiment tout le temps de cycle. Et puis ensuite, quand je commence à me rapprocher du point de consigne, eh bien, je vais mettre on pendant un temps proportionnel plus court, pendant ce temps de cycle. Et puis, etc. Donc, je vais faire ça point à point. Donc, je vais essayer d'anticiper et de réguler proportionnellement ce que j'envoie comme puissance. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça chrono-proportionnel. En réalité, toute la difficulté, ça va être de déterminer ce temps de cycle. Quel est le temps de cycle que je dois choisir sur l'installation? Quand on regarde les régulateurs qui sont à notre disposition, les temps de cycle dans le domaine, on nous offre un temps qui est à peu près de 5 à 30 minutes, qui est réglable. Tout à fait honnêtement, peu de personnes, voire personne règle ce temps de cycle. Et en fait, on ne les règle pas parce que c'est extrêmement difficile. Alors en électricité, ça va, on a des systèmes très rapides, on peut caler des temps de cycle. Dans nos domaines thermiques, si vous mettez un temps de cycle trop court, en dessous de 5 minutes, eh bien, vous allez chercher à observer ce qui s'est passé, alors que votre système lui-même n'a pas eu le temps de réagir. Je vous l'ai dit, rien que le moteur, déjà, ça peut être 4 à 5 minutes d'ouverture. Donc, ça veut dire que vous allez essayer d'observer quelque chose, mais vous n'avez pas encore eu l'action. Donc, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas être en dessous de 5 minutes, et même 5 minutes, c'est déjà assez faible. Si vous mettez 30 minutes, la réaction d'une pièce est autour de 20 minutes, 30 minutes, bien sûr, ça va dépendre des locaux. Eh bien, si vous mettez un temps trop long, ça veut dire que vous n'observez pas, vous n'anticipez rien du tout. Donc, généralement, on met un temps de cycle à peu près au milieu, mais finalement, on ne sait pas trop. Et en réalité, il faut bien le dire, le chrono proportionnel pour nos installations
on va travailler avec un élément thermique, avec une inertie, des moteurs, et surtout un moteur thermique, ça amène peu de plus-value en fait, voire pas du tout. Bon, alors ça va pas créer des problèmes sur l'installation, hein. Ça coûte un peu plus cher que du pur tutorien, mais en fait, ça va pas créer de problème, mais on ne peut pas dire que ça va vraiment changer le comportement de l'installation. Donc, l'idée, c'est d'aller un cran plus loin et de travailler avec des régulations encore plus sophistiquées. Un élément supplémentaire, une régulation que l'on utilise, c'est la régulation dite 3 points. Voilà, c'est relativement simple. On a pris l'exemple ici avec un schéma électrique, parce que c'est simple à comprendre avec un schéma électrique. J'ai une alimentation 24 ou 230. Eh bien, si je veux faire fermer la vanne, je vais venir alimenter côté 2 ici, et je vais venir fermer la vanne. Et si je veux ouvrir la vanne en fonction de la demande, je vais venir sur le côté 3, je vais ouvrir la vanne. Et quand je suis au milieu, je suis en position neutre. C'est pour ça qu'on appelle ça régulation de 3 points. Soit j'ouvre, soit je ferme, soit je suis en position neutre, la vanne ne bouge pas. On va utiliser ce mode de régulation sur des systèmes plutôt rapides, comme je le disais précédemment, typiquement régulation de température d'eau, où là on a un système relativement rapide, c'est une boucle rapide, j'ai des moteurs qui réagissent électriquement assez rapidement, donc ça va, ça sera très adapté. Par contre, l'utiliser en ambiance, évidemment, ça peut d'intérêt puisque vous avez une régulation qui est rapide. Et si vous dites, voilà, je mets la vanne sur la position ouverture, elle va s'ouvrir donc en 1-2 minutes, voire 5 minutes au maximum. Et puis maintenant, vous attendez la réaction dans la pièce qui va prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ça veut dire que votre vanne reste ouverte complètement. Et puis ensuite, votre température monte. Et puis au bout d'un moment, votre température a dépassé ce qu'il fallait. Et vous dites, ah ben tiens, je ferme la vanne. Donc en 2 minutes, vous avez fermé votre vanne. Et puis vous attendez. Et finalement, vous aurez un comportement de tout ou rien. Donc la régulation de 3 points, comme le chrono proportionnel, ne va pas même du tout amener d'amélioration de comportement en régulation de température ambiante. Ensuite, le dernier mode, le plus sophistiqué, c'est ce qu'on appelle la régulation proportionnelle ou modulante. Et pour l'expliquer, on prend souvent ce schéma d'un niveau d'eau. Vous voyez, ici, vous auriez un flotteur. Et puis, ce flotteur va entraîner l'ouverture d'une vanne et va l'entraîner proportionnellement. Donc là, on va avoir une réaction qui est proportionnelle par rapport à la déviation au point de consigne. Et donc, si le niveau diminue ici, eh bien, du fait, par exemple, que vous avez des déperditions, c'est-à-dire que vous avez des fuites d'eau ou un puisage d'eau, alors déperdition d'un bâtiment, ou là, ici, si on parle de volume d'eau, ça veut dire que j'ai un puisage d'eau, eh bien, le flotteur va commencer à descendre et va ouvrir la vanne proportionnellement pour maintenir le débit dans ce qu'on appelle la bande proportionnelle, c'est-à-dire l'écart de température ou ici de niveau d'eau qui va provoquer l'ouverture complète de votre vanne de régulation, de 0 à 100%. Et ça, c'est cet écart-là ici qu'on appelle la bande proportionnelle du régulateur qui va provoquer l'ouverture de 0 à 100% de votre vanne. Cette bande proportionnelle, c'est important et les spécialistes de la régulation connaissent ça. On ne va pas pouvoir la mettre trop petite parce que vous voyez, si vous serrez cette bande proportionnelle, ça veut dire que vous augmentez le gain du régulateur. Dès que le flotteur commence à descendre, ici, vous ouvrez en grand la vanne, elle donne tout son débit, le niveau remonte de trop, vous refermez la vanne, et puis etc. Et vous provoquez une instabilité de la boucle de régulation. Et alors, dans ce cas-là, pour stabiliser la boucle, de nouveau, les spécialistes de la régulation connaissent ça, on va diminuer le gain du régulateur, on va augmenter la bande proportionnelle. Mais le problème, c'est que ici, on va travailler avec un différentiel par rapport à la température ou au niveau qu'on souhaiterait avoir. Il y a un écart. Et on le sait, la régulation pure proportionnelle maintient un écart par rapport à la consigne. Et cet écart, on va venir le compenser par la valeur intégrale. On va rajouter une fonction intégrale qui est une fonction qui dit, tant que j'ai un écart, je continue à bouger ma vanne, je continue à agir son moteur jusqu'au moment où j'ai plus d'écart. Et puis même dans certaines boucles de régulation, on va rajouter une fonction même dérivée, une fonction anticipatrice pour améliorer encore, anticiper la variation. Donc là, on est sur du proportionnel intégral, du PID même sur certains cas. Là, on a une régulation qui va amener de la précision, de la stabilité sur l'installation. Donc ça, c'est pour la partie régulation. Un petit mot sur les moteurs, puisqu'évidemment, on utilise des moteurs sur les vannes et les temps de fonctionnement des moteurs en fonction du mode de régulation que je viens de décrire auparavant. Alors, quand vous êtes en régulation modulante, eh bien, si vous avez par exemple 100 heures de fonctionnement de votre moteur, c'est-à-dire qu'il est alimenté, prêt à fonctionner pendant 100 heures, vous allez constater que
en réalité, il fonctionne 2 à 3 heures, 2 à 3% de fonctionnement réel, là où il va faire bouger sa vanne. Quand vous prenez la même installation, si vous la pilotez en tout ou rien, vous allez constater que les moteurs travaillent de 4 à 5 heures, donc 4 à 5% par rapport à ces 100 heures de fonctionnement. Et si vous travaillez en chrono proportionnel, là évidemment vous venez solliciter en permanence pendant ces cycles les moteurs, eh bien c'est à peu près de 10 à 15%, 10 à 15 heures de fonctionnement, ce qui veut dire aussi que, attention, si on doit faire du chrono proportionnel, c'est des moteurs qui doivent supporter ces mouvements permanents, puisque l'usure du moteur, la consommation électrique, mais l'usure du moteur va être beaucoup plus rapide que dans notre mode de fonctionnement. Donc ça, c'était pour le comportement. Et en résumé, si on veut regarder ça de façon résumée, alors je ne vais pas vous lire tout ce document. On pourra vous fournir, pour ceux que ça intéresse, cette présentation sans aucun problème. Vous pouvez la demander à la fin de cette réunion, on vous la fera passer. Mais très rapidement, pour résumer, on a donc le tout ou rien. Le tout ou rien, eh bien, avec deux modes, le tout ou rien pur ou le chronoproportionnel. Et ensuite, le modulant en 3 points ou le modulant, réel modulant. Ensuite, les points essentiels à avoir, c'est en tout ou rien, c'est plutôt des investissements qui sont plus réduits, encore que les coûts se réduisent de plus en plus entre un moteur, une vanne, modulante ou tout ou rien. Mais enfin bon, c'est quand même plus avantageux en coût, les installations tout ou rien. On n'aura pas besoin d'une vanne très sophistiquée. Attention quand même, hein, il ne faut pas une vanne qui soit ce qu'on appelle quick opening, là, qui s'ouvre complètement dès que vous la bougez un peu, parce que là, vous allez mettre à mal votre système tout ou rien, vous allez le faire osciller encore plus. Donc, il faudra quand même généralement prendre des vannes linéaires pour faire du tout ou rien avec du linéaire qui soit correct. Et ensuite, on aura une stabilité qui sera acceptable dans cette oscillation. Mais attention également, un point important, de ne pas surdimensionner les échangeurs, parce que si on surdimensionne, évidemment, on va encore de nouveau favoriser cette oscillation de température. Le chrono proportionnel, comme je vous l'ai dit, peu de valeur ajoutée, ça ne va pas poser de problème particulier, mais peu de valeur ajoutée sur l'installation, donc on va retrouver un fonctionnement équivalent tout ou rien. Et ensuite, en modulant, le modulant 3 points, ben, très bien, on va déjà faire appel à des vannes caractérisées, égal pourcentage, je vais venir un petit peu plus loin, et on va l'utiliser pour des systèmes rapides, pas en ambiance. Et puis enfin, le modulant, le réel modulant en 0,10 volts, où là, attention à la vanne, égal pourcentage, la rangeabilité de la vanne, on va avoir une stabilité, une précision de réglage, mais attention au dimensionnement et au comportement des vannes de votre installation. Donc voilà pour résumer. Là, on a parlé de la régulation au niveau de la température de l'élément qu'on régulait. Il est important également de voir quelles vont être les influences de ces modes de régulation sur le comportement de l'ensemble de l'installation. Et pour ça, on a besoin de voir le comportement de l'échangeur. Alors, une question qui vous est posée par Antoine. Un petit quiz. Oui, qui va nous permettre de comprendre, de déterminer la relation débit-puissance entre un échangeur. La voici. Selon vous, en régulation modulante, quel est le débit nécessaire pour obtenir une puissance de 50% dans l'unité terminale? 10%, 20%, 35% ou 50%? Merci pour vos réponses, je les partage. Voilà, la majorité d'entre vous a répondu 20%, mais on voit des résultats assez divers finalement. Eric, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Quelles sont les Oui. données techniques? Alors, en fait, pour répondre à cette question, simplement, on va regarder le comportement, donc les caractéristiques d'un échangeur, qui vont varier d'ailleurs, hein, suivant les régimes de température. Mais quand on regarde un échangeur, échange de puissance en fonction du débit, on a cette relation puissance égale débit fois delta T, d'accord, avec des coefficients qui te rendent compte de la chaleur spécifique de l'eau. Mais ici, voilà la relation de base, puissance égale débit fois delta T. Si je fais diminuer le débit dans cet échangeur, eh bien, je vais constater que le delta T va avoir tendance à augmenter. Ce qui est normal puisque finalement, en diminuant le débit, je laisse
plus le loisir à l'eau d'échanger ses calories, d'accord? Je lui laisse plus de temps et donc on va voir qu'on a un échange, on va dire, qui est meilleur, donc plus de delta T. Et au fur et à mesure que je descends le débit, mon delta T va augmenter. Et si bien que quand je regarde ma caractéristique de mon échangeur, puissance débit delta T, elle a cette forme ici, qui n'est pas une forme linéaire. On a cette forme-là. Et cette forme-là dépend en fait du régime de température, ce qu'on appelle le coefficient d'efficacité thermique de l'échangeur, qui se calcule relativement simplement. C'est un rapport de température, le delta T nominal de votre installation, d'accord? Si vous avez, je vais prendre volontairement des exemples en froid plutôt dans cette présentation, parce que très souvent on prend plutôt des exemples en chaud, mais le froid, il y a beaucoup à gagner en comportement d'installation. Et d'ailleurs, il y a des nouvelles réglementations, décrets pour réduire les consommations dans le domaine du tertiaire sur les installations de climatisation. Donc ici, je prends plutôt des exemples en froid, mais on a la même chose en chaud. Si vous avez un régime d'eau 7-12, eh bien, vous avez une température 12 au retour, 7 au départ, ça vous fait un delta T de 5, ça c'est ici le delta T, et ensuite divisé par le delta T maximal que je pourrais avoir sur cet échangeur. Ben, le maximum, je rentre à 7, et le mieux que je puisse faire, c'est ressortir à la température ambiante qui serait à 24. Là, ça veut dire que j'ai vraiment échangé tout ce que je pouvais sur ma pièce. Donc, c'est le delta T maximal. On fait le calcul et vous obtenez un coefficient ici de 0,29, mettons 0,3. Eh bien, ce coefficient vous donne directement l'allure de cet échangeur. Si vous prenez l'inverse de ce coefficient, donc 1 divisé par 0,3, ce qui fait à peu près 3, un peu plus de 3, 3,4, eh bien, c'est la pente à l'origine de cette courbe. Donc, ça veut dire que si vous avez un coefficient de 3, si vous augmentez le débit de 10%, eh bien, votre puissance augmente de 30%. Ça va, vous voyez, vous retrouvez cette courbe ici qui est plutôt très pentue. Ensuite, ce coefficient de 0,3, eh bien, il traduit la courbe ici, quand elle commence à s'aplatir, eh bien, vous avez un coefficient de 0,3, ça veut dire que si vous augmentez le débit de 10%, vous augmentez la puissance uniquement de 3% dans votre échangeur, vous êtes en train d'aplatir sa caractéristique. Donc voilà comment le comportement de cet échangeur, il va être plus ou moins réactif en fonction des conditions donc thermiques, des conditions de température. Si vous faites ce calcul-là, vous allez voir que la majorité de vos échangeurs, eh bien, vous avez une forme qui ressemble à celle-là. Alors, quelquefois, vous avez des situations un peu plus pentues ici, vous avez une réaction très vive au départ, ça veut dire qu'un système difficile à contrôler. Attention, là, il y a danger pour pouvoir contrôler un système comme ça. Ou quelquefois un peu plus linéarisé, mais de façon globale, voilà la caractéristique de l'échangeur. Et donc, pour répondre à la question d'Antoine, c'est relativement simple et beaucoup d'entre vous ont répondu correctement. Si je suis en tout ou rien sur un échangeur, ben là, soit l'échangeur est fermé, ben je n'ai pas de puissance, soit je suis ouvert à 100% et si j'ai bien équilibré, j'ai la bonne puissance sur mon échangeur. Quand je suis en modulant, eh bien, si j'ouvre mon débit à 20% ici, je m'aperçois que j'obtiens déjà 50% de la puissance. Pour 20% du débit, j'obtiens déjà 50% de la puissance. Oui, mais attention, 50% de la puissance, c'est la majorité du temps de fonctionnement de l'installation. De 70 à 80% du temps d'une installation, là on a pris le cas d'une installation en région parisienne, en fonction des conditions climatiques en région parisienne, que ce soit en chaud, que ce soit en froid, 70 à 80% du temps, eh bien l'installation travaille à 50% ou en dessous de 50%. Donc la majorité du temps, en modulant, je vais travailler dans cette zone-là, 0 à 20%, et c'est là où va être notre défi, c'est de faire en sorte qu'on travaille bien, correctement dans cette zone-là, parce que c'est ici qu'on va faire toute la régulation de puissance de l'installation. Donc ça, c'est le comportement de l'échangeur. Et ensuite, si je continue à l'ouvrir à 50% de puissance, dans 50% de débit, j'obtiens 80% de puissance. Et puis enfin, quand il est ouvert complètement, j'obtiens toute ma puissance. Alors, cet échangeur, on va avoir la possibilité de le réguler de diverses façons, soit avec des 23 voies, ça va être 22 voies, et soit en tout ou rien, soit en modulant, comme on l'a vu précédemment. Ici, si je le régule en 23 voies, eh bien, quel est le comportement de mon installation? On dit qu'on travaille à débit constant. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on travaille à débit constant? Parce que, en fait, soit le débit primaire ici, ben, je l'envoie dans la batterie, soit je viens bypasser la batterie, je passe dans le bypass ici, et je renvoie l'eau que je n'utilise pas, je le renvoie sur le retour. Alors, quand on dit débit constant, on fait référence au primaire ici de l'installation. Pour la batterie, on est toujours à débit variable.
comme dans le schéma d'à côté. Donc, dans ces deux cas, le comportement thermique de l'échangeur, c'est du débit variable, il n'y a pas de différence de comportement. Mais ici, ce qui est débit constant, c'est bien sûr le primaire, puisque je vais renvoyer l'eau que je n'utilise pas. On pourrait discuter de est-ce que je dois équilibrer ou pas le bypass des 23 voies. Eh bien, en fait, ça va dépendre des cas de figure et on peut calculer les moments où il faut ou pas équilibrer le bypass de la 23 voies. Donc ici, mais ce n'est pas le propos, ce qui m'intéresse ici, c'est de regarder finalement quel est le comportement de la température de retour de l'installation en fonction de comment je régule avec ma vanne, ici en 23 voies, en 22 voies, et si je suis en tout ou rien ou en modulant. Si je suis avec des 23 voies, ici, à débit constant, eh bien, je constate que quand ma 23 voies est en pleine demande, j'envoie de l'eau à 7 degrés sur mon échangeur, pardon, j'ai pris du 6-12 ici, donc du 6 degrés sur mon échangeur, j'ai mon échange thermique, je reviens à 12 si tout fonctionne dans les conditions nominales, je renvoie de l'eau à 12 degrés quand je suis ouvert complètement. Maintenant, si je travaille à 50% de demande, eh bien, je constate ici sur le graphe du bas que quand je suis à 50%, ma 23 voies s'étant refermée en partie, je renvoie de l'eau froide maintenant sur le retour, eh bien, c'est plus du 12 que je renvoie, mais c'est du 10 degrés, et puis etc. Au fur et à mesure que ma puissance demandée diminue, eh bien, je renvoie de l'eau de plus en plus froide sur mes groupes de froid, ce qui n'est pas favorable au rendement, au coefficient de performance des groupes de froid, puisque je renvoie de l'eau qui est de plus en plus froide. Si je regarde maintenant le comportement de cette même installation, mais je n'utilise pas des 23 voies, mais je vais utiliser des 22 voies. Et je vais les piloter maintenant en tout ou rien, ces 22 voies. Voilà la température de retour de mon installation. Eh bien, quand les 22 voies sont complètement ouvertes, je renvoie de l'eau à 12 degrés. Alors ici, vous voyez, quand la 22 voies va commencer à se fermer, eh bien, j'ai des 22 voies qui sont fermées, je suis en tout ou rien, et d'autres qui sont ouvertes. 50% de puissance, eh bien, ça veut dire que 50% de mes vannes sont ouvertes, 50% sont fermées. Ça va. Celles qui sont fermées renvoient rien, et celles qui sont ouvertes renvoient de l'eau à 12 degrés. Donc ça veut dire qu'à 50% de puissance, je devrais avoir de l'eau à 12 degrés qui revient sur mon installation. Ici, dans la courbe marron, orange, vous constatez que ce n'est pas de l'eau à 12 degrés, mais c'est un petit peu inférieur, tout simplement parce que dans la précision des calculs, on a tenu compte du phénomène d'interactivité. C'est-à-dire quand vous fermez une batterie, vous savez, ça provoque une augmentation de pression sur la batterie d'à côté, donc ça provoque une augmentation de débit, et donc le delta T sera influencé. Donc on a tenu compte de ça. Et bien sûr, suivant comment vous allez faire votre régulation de pression différentielle, vous aurez plus ou moins d'interactivité hydraulique sur votre installation. Donc la courbe orange simule ça, et puis la violette, c'est dans le cas où on n'aurait pas de régulation de pression différentielle. Et là, on voit qu'on renvoie de l'eau sur l'installation, disons, entre 10 et 12 degrés sur l'installation. C'est mieux que précédemment, mais c'est encore de l'eau à basse température que je renvoie. Et puis enfin, je prends toujours la même installation, j'ai les mêmes échangeurs, j'ai rien changé, sauf que je dis, tiens, je ne vais pas travailler en tout ou rien, je vais travailler en modulant maintenant sur ces batteries. Eh bien, on constate que la température de retour ne sera pas du tout la même. Puisque maintenant, quand je suis à 100%, bien sûr, j'ai toujours du 12 degrés, mais quand la batterie va se fermer parce que je vais moduler ma puissance, eh bien à 50% maintenant, je renvoie de l'eau ici qui est autour de 15 degrés, et puis ici à 20%, je renvoie de l'eau qui est à 19 degrés sur le retour. Je suis en train de renvoyer de l'eau plus chaude, ce qui est favorable au rendement des groupes de froid, et ça serait l'inverse pour les chaudières, ça serait exactement l'inverse, mais parce qu'on serait en chaud et non pas en froid, mais on aurait le même effet positif, c'est-à-dire que je renverrai de l'eau de plus en plus basse sur mes chaudières à condensation, ce qui est favorable au rendement de mes chaudières à condensation. Donc vous voyez ici l'importance en fonction du mode de régulation, l'impact que ça a sur le comportement de l'installation. Également, on parle des coûts de pompage et on a beaucoup travaillé, il y a eu de belles évolutions au niveau des pompes de façon à réduire les coûts de pompage qui représentent des chiffres assez importants, hein, notamment en froid, on parle de 10 à 15% de la consommation d'une installation qui peuvent être dues à la consommation électrique des pompes. Donc c'est vraiment important. Et si on peut la réduire, on va réduire la facture énergétique. Alors, même chose, une installation, vous avez une pompe, qu'elle soit à vitesse constante, à vitesse variable. Si elle est à vitesse variable, ce qui est maintenant quasiment tout le temps le cas. Et si vous la faites travailler sur une installation qui travaille à débit variable, pardon, qui travaille à débit constant, à 100% de débit en permanence, eh bien, ça veut dire que cette pompe, même si elle est vitesse variable, eh bien, elle va tout le temps délivrer 100% de débit puisque l'installation demande toujours 100% de débit. Maintenant, vous dites, oui, mais cette installation, je vais maintenant la faire travailler à débit variable. Et de nouveau, deux possibilités, tout ou rien ou modulant. Si vous faites du tout ou rien,
eh bien 50% de puissance, ça fait 50% de débit, 50% de puissance, 50% de débit, eh bien vous avez constaté que votre débit, bien sûr, au niveau des pompes, aura chuté de 50%. Et si vous avez une pompe à vitesse variable qui maintient la hauteur manométrique constante, eh bien vous avez gardé la hauteur manométrique, vous avez chuté en débit, vous avez fait chuter vos consommations électriques des pompes. Et si vous faites du modulant, eh bien pour la même puissance, 50% de puissance, vous aurez un débit qui sera encore plus faible, vous aurez 20%, vous aurez fait chuter encore plus les consommations électriques des pompes. La consommation électrique des pompes, eh bien, elle est fonction donc de paramètres fixes qui dépendent de la technologie, le rendement et puis un coefficient qui dépend directement de la technologie, et ensuite de la hauteur manométrique et du débit que vous utilisez. Donc si vous gardez la hauteur manométrique constante, voire si vous la faites chuter, et si vous faites chuter votre débit, vous gagnez en coût de pompage. Et on considère qu'en utilisant une pompe à vitesse variable qui travaille sur un circuit à débit variable, eh bien, on arrive à économiser jusqu'à 50% des coûts de pompage de l'installation, ce qui peut représenter des grosses factures, notamment en froid. Donc ça, c'est pour l'aspect influence sur la partie hydraulique sur les pompes. Ensuite, à cet échangeur, on va lui associer une vanne de régulation. Et l'échangeur, on l'a vu, il a un caractère un peu soupolé, suivant là où on se trouve dans la caractéristique. On va lui associer une vanne de régulation qui a un caractère opposé. On va marier les deux et on va essayer de faire un mariage le plus stable possible. On va utiliser ce qu'on appelle une vanne égale pourcentage. Pourquoi égale pourcentage? Simplement parce que cette vanne-là, elle a un profil de clapet. Alors, c'est une fabrication particulière. Hein. La fabrication est plus complexe. C'est plus coûteux une vanne égale pourcentage qu'une vanne linéaire. Et ici, elle a une caractéristique qui est particulière, c'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, cette vanne-là, à 50%, eh bien, vous voyez, elle ne vous donne pas 50% de débit, elle vous donne combien? Elle vous donne ici 20% de débit. Et pour 20% de débit, eh bien, combien de puissance vous avez? Pour 20%, on l'a vu précédemment, on a 50% de puissance. Ça veut dire que la vanne s'ouvre à 50% et j'ai 50% de puissance. Ah ben, j'ai réussi mon coup, j'ai linéarisé le système, en fait, et je donne maintenant au régulateur un système qui est facile à contrôler puisqu'il est linéaire. Entre l'ouverture de la vanne et la puissance qu'il va livrer, c'est quelque chose de linéaire. Voilà pourquoi est-ce qu'on utilise des vannes à égal pourcentage. Attention, les fabricants, vous verrez dans leur documentation, ils indiquent oui, vous avez une vanne à égal pourcentage à condition que la pression différentielle qui est appliquée à la vanne soit correcte, soit constante ou relativement constante. Eh bien, ça, c'est ce qui fait intervenir ce qu'on appelle l'autorité des vannes de régulation. Donc, on va vérifier comment évolue la pression au niveau des vannes et savoir si on va avoir la belle caractéristique qu'on a achetée dans le catalogue. Et l'autorité pour une vanne de régulation de voie, eh bien, ça se calcule, c'est un rapport de pression. C'est la perte de charge de la vanne quand elle est ouverte complètement pour le débit qui la traverse, divisé par la perte de charge, la différence de pression qu'elle reçoit quand elle se ferme. Cette vanne-là, quand elle est fermée, eh bien, j'ai plus de débit dans le tuyau, j'ai plus de débit dans la batterie, j'ai plus de débit dans la vanne d'équilibrage. Si j'ai plus de débit, j'ai plus de perte de charge. Ça veut dire que la pression qu'elle reçoit, c'est en fait la hauteur manométrique disponible à l'entrée de ce circuit. Eh bien, on va regarder quelle pression elle reçoit et on va calculer une vanne pour qu'elle ait une bonne autorité en fonction de ces pressions. Ça, c'est en vanne de voie. En 23 voies, le calcul est un petit peu différent. C'est aussi un rapport de pression. Mais là, on ne va pas regarder la pression primaire. On va regarder la perte de charge de l'échangeur qu'on régule. Et d'ailleurs, certains connaissent ça. Pour avoir une bonne autorité, on va prendre une vanne 3 voies qui a une perte de charge égale à l'échangeur, ce qui nous donnera une autorité de l'ordre de 0,5. Attention, cette règle-là ne peut pas être utilisée sur les vannes 2 voies. On ferait des erreurs assez grossières de dimensionnement de vannes qu'on payerait trop cher et qui fonctionneraient très très mal sur l'installation si on devait calculer les vannes 2 voies comme on le fait pour les vannes 3 voies. Et même chose d'ailleurs, je le dis en aparté, mais des installations comme bascule à débit variable, on en fait beaucoup actuellement pour des raisons de rendement et de qualité d'installation, d'efficacité. Et certains, on bouchonne la 3e voie pour transformer la vanne 3 voies en vanne 2 voies. Alors, c'est possible, mais il faudra vraiment vérifier que la vanne 3 voies est bien dimensionnée maintenant pour fonctionner en vanne 2 voies. Il faudra probablement rajouter des régulateurs de pression différentielle pour s'assurer du bon fonctionnement. Donc ça, c'est la notion d'autorité des vannes de régulation. Et enfin, je vais terminer là-dessus sur une boucle de régulation qui va nous aider, le régulateur de pression différentielle, qui est utilisé très couramment avec les installations de travail à débit variable, où en fait, localement, on va venir positionner des régulateurs de pression qui ont pour fonction de stabiliser la pression différentielle qui est envoyée pour un groupe de vannes ici. Donc, on a créé ce qu'on appelle des modules indépendants de la pression.
Et ici, ça veut dire que quel que soit ce qui se passe sur le reste de l'installation, je peux changer mes pompes, je peux fermer des vannes, je peux faire tout ce que je veux. J'ai stabilisé la pression pour ce réseau ici et je vais faire en sorte que les vannes de régulation travaillent correctement. Alors, on utilise aussi beaucoup aujourd'hui les vannes dites pression indépendante, c'est-à-dire que le régulateur est directement intégré à la vanne. Ce n'est pas une obligation, hein. Il y a beaucoup d'installations qui se font, je veux dire, avec ce schéma-là, que c'est des très belles installations et il y a des sociétés qui déterminent leur installation, qui font le calcul. On a des logiciels d'ailleurs pour faire tous les calculs d'installation. On fait vraiment de très très belles installations sans vannes de pression indépendante. Ou alors ça peut être d'ailleurs une combinaison. Il y a des vannes à pression indépendante plus des régulateurs suivant les installations. Et là, on va intégrer directement le régulateur de pression différentielle dans la vanne. On a ce qu'on appelle un équilibrage dynamique ou certains disent automatique. Alors, automatique, ce n'est pas un terme qu'on aime tellement parce que automatique, souvent, c'est traduit j'ai rien à faire finalement. Le cerveau humain est fait comme ça. Donc, si c'est automatique, j'aurai rien à faire. Donc, ça me va bien. Ça rien faire, j'arrive bien à le faire. Ça me va. Mais alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire quand c'est du dynamique. Il faudra faire les réglages de l'installation. Les sociétés de mise au point, il faudra leur donner les moyens de régler l'installation. Donc, ça veut dire pouvoir mesurer. D'ailleurs, au niveau des cahiers des charges, on doit demander ces points de mesure, on doit demander les mesures de l'installation et donc s'assurer que ces vannes-là, qui sont dites automatiques, on ait bien la possibilité de mesurer le débit, de mesurer la pression, de mesurer la température, de faire du diagnostic pour reprendre les mots d'Antoine au départ. Le médecin qui doit analyser, nous, quand on doit travailler sur l'installation, franchement, je ne connais pas un ingénieur qui puisse comprendre ce qui se passe sur une installation s'il n'y a pas des mesures. S'il n'a pas ces mesures-là, c'est quand même pas en touchant les tuyaux qu'il va dire oui, c'est chaud, c'est froid, donc ça fonctionne, ou avec un tournevis sur le tuyau pour savoir s'il y a du bruit, si ça circule. Donc on a besoin de mesurer pour pouvoir comprendre ce qui se passe et surtout quand il y a des problèmes, comprendre les défauts de fonctionnement de l'installation. Donc ici, voilà les éléments que l'on voulait passer en revue. Alors c'est très court, en 45 minutes, de faire cette revue. C'est un sujet qui est riche et on pourra le développer davantage et qui nous amène sur le module numéro 3 de cette série de webinaires, qui est quand on a décidé de faire de la régulation variable, donc modulante et variable, de débit variable, eh bien ça a beaucoup d'avantages, mais il faudra prendre en compte des précautions. Ici, l'autorité des vannes, j'en ai parlé rapidement, on pourra y revenir, la régulation de pression différentielle et également une contrainte qui est de plus en plus présente, c'est de gérer les petits débits et gérer le débit minimal de l'installation. Et ça, on le verra donc dans notre prochain module, le mois prochain, le 9 juillet si je ne me trompe pas, où on abordera particulièrement ce point, c'est comment gérer les petits débits de l'installation et comment assurer le débit minimal pour les divers organes de l'installation. Je vais maintenant faire la conclusion de cette présentation. Donc, vous l'avez vu, la régulation modulante présente des avantages, non seulement en termes de stabilité, de température que l'on veut réguler, stabilité et précision, mais également en termes de consommation électrique des pompes, en termes de rendement des chaudières des groupes de froid, le fonctionnement des moteurs également, qui sera évidemment préservé. Et puis également un élément que je n'ai pas cité ici, mais la déperdition simplement de la tuyauterie, parce que si je renvoie de l'eau qui est plus froide en chauffage, eh bien j'ai moins de déperdition de toute ma distribution. Et même chose en froid, si au lieu de renvoyer de l'eau à 6 degrés, je renvoie de l'eau qui est à plus haute température, j'ai moins de déperdition de mon installation. Donc voilà un tour, et j'en suis désolé, un peu rapide de ce sujet-là. Ici, maintenant, on va pouvoir prendre certaines de vos questions. Antoine, je te laisse gérer cette partie-là, donc les questions qui ont été posées. Merci bien à tous Oui, d'abord de votre patience et de votre attention. merci Eric. Alors, on a reçu plusieurs questions. On ne va pas pouvoir toutes les traiter, mais on les traitera dans un deuxième temps ultérieurement, celles auxquelles on n'a pas pu répondre. Pardon. Et puis, si il vous reste des questions que vous n'avez pas posées, vous pourrez également les poser par mail. Donc, je vais prendre la première question. Donc, peut-on mesurer le débit sur vos vannes à pression indépendante? Ah, oui, ça fait suite directement à ce que je viens de dire, ça sur la régulation de pression différentielle. Alors, ça, c'est une chose et c'est d'une importance capitale. On ne fait vraiment aucun comprimé là-dessus. C'est un casse-tête pour nos départements recherche et développement. Toutes les vannes que l'on développe, on souhaite pouvoir les mesurer en débit,
les mesures en pression, les mesures en température. Donc effectivement, même les vannes à pression indépendante, et je peux vous dire que c'est une gageure. Hein. C'est vraiment pas simple en termes de développement de produits, parce que si vous avez déjà eu l'occasion de voir en coupe une vanne à pression indépendante, vous intégrez dans une petite vanne un régulateur de pression différentielle, membrane, ressort, etc., les prises de pression qui sont positionnées. Et toute la précision d'une vanne va dépendre de l'endroit où vous venez mesurer ces pressions, ce delta P, pour pouvoir avoir le débit sur la vanne. C'est vraiment un tour de force d'arriver à pouvoir mesurer ça. Alors la réponse, c'est oui, on peut mesurer sur toutes les vannes et également les vannes à pression indépendante, et quel que soit le diamètre. Et c'est une chose sur laquelle on ne fait pas de compromis. Et on fait même des tests d'ailleurs, parce que les mesures, vous devez tester suivant le fluide que vous utilisez, vous avez un impact. Suivant si vous avez du glycol, suivant la température du fluide, suivant les débits que vous faites circuler, et bien à chaque fois, c'est des. J'ai travaillé directement avec les départements de développement au niveau de la Suède, de la Suisse ou de l'Allemagne. Et bien, c'est des milliers de tests qui sont faits pour arriver à avoir ces précisions de mesure de débit. Merci Eric. Autre question, vous avez abordé la notion d'autorité des vannes de régulation. Est-ce que pour une vanne d'équilibrage, on utilise également cette même formule de calcul? Ah oui, ça c'est un point également intéressant. Et c'est des bonnes questions à se poser, parce que en fait, quand on prend des vannes, quelles qu'elles soient, il faut pouvoir les dimensionner. C'est le point essentiel pour une vanne, c'est la dimensionner correctement. Alors la réponse c'est non, en fait. On ne va pas utiliser la formule d'autorité comme on l'utilise pour les vannes de régulation. On va la garder pour la vanne de régulation qui est motorisée, parce que l'autorité traduit vraiment la pression que je reçois quand la vanne est complètement fermée par rapport à ce qu'elle est quand elle est complètement ouverte, d'accord? Et ça, c'est propre à une vanne de régulation qui va de 0 à 100% en permanence, et on va réguler. Une vanne d'équilibrage, en fait, et en réalité, on va la calculer pour faire en sorte que quand on va reprendre la perte de charge qu'on a à créer par rapport au débit, eh bien, elle se retrouve dans une plage de fonctionnement qui va être entre 50 et 80% de sa course. C'est là où elle a la meilleure précision. Mais on ne va pas la calculer pour savoir ce qui se passe quand elle est fermée à zéro. À zéro, on veut juste savoir si elle est étanche ou pas, c'est tout. Mais on ne va pas calculer ce qui se passe à zéro. Par contre, là où c'est important, c'est que si vous ne dimensionnez pas correctement la vanne d'équilibrage, on va avoir tendance à prendre des vannes qui sont trop grosses. Et quand les metteurs au point, et vraiment il y a des sociétés de mise au point en France qui sont de très bonne qualité, où ils font vraiment du très bon travail, et bien quand ils vont faire les réglages, ils vont se retrouver devant une impasse, ils vont vouloir régler les vannes, ils vont s'apercevoir que la vanne est quasiment complètement serrée, c'est-à-dire qu'on a installé une grosse vanne qu'on a payée trop cher, et on n'arrive pas à la régler parce qu'on est complètement dans la fermeture. Donc il faudra faire attention à ça. Et puis également la méthodologie d'équilibrage. Suivant la méthode d'équilibrage, une même vanne va se retrouver plus ou moins fermée. Donc là, de nouveau aussi, les metteurs au point connaissent les méthodes d'équilibrage de façon à minimiser les pertes de charge sur les vannes. Une vanne d'équilibrage ne crée pas de perte de charge additionnelle sur l'installation. Hein. À part sur le réseau le plus défavorisé, on va prendre 3 kPa, mais c'est tout. Hein. Ça ne crée pas de perte de charge additionnelle. On n'a pas besoin de surdimensionner les pompes pour mettre des vannes d'équilibrage. Hein. Les pompes sont déjà d'ailleurs plutôt surdimensionnées. Ok, merci Eric. Donc, à la question. Hein. Ouais. Oui, donc on a bien comparé les vannes d'équilibrage et les vannes de régulation en calcul et en fonctionnement. Et maintenant, on va se reconcentrer un peu sur les vannes de régulation. Donc, Okay. la question, c'est plutôt que l'autorité pour une vanne de régulation, est-ce qu'on ne devrait pas prendre en compte la rangeabilité? Oui, là, ouais, là, je pense que c'est déjà un spécialiste de la régulation, probablement, qui pose cette question-là. Mais effectivement, la notion de rangeabilité, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. En fait, on va prendre deux choses. On va prendre une vanne de régulation. Critère essentiel, c'est quoi? C'est sa caractéristique, j'en ai parlé. Est-ce qu'elle est ouverture rapide, le quick opening? Est-ce qu'elle est linéaire, on va utiliser en tout ou rien? Ou alors, elle est à égal pourcentage pour faire de la régulation modulante. Et cette caractéristique, on l'a vu, dépend de l'autorité de la vanne, de la variation de pression. Également, on va devoir tenir compte, effectivement, ça c'est une bonne question ou remarque, de la rangeabilité de la vanne, qui est un autre paramètre. La rangeabilité, pour faire simple, c'est la capacité de la vanne à venir régler les petits débits. Est-ce qu'elle est capable de venir régler des tout petits débits? Et en fait, cette rangeabilité, elle doit apparaître dans les catalogues, dans les documents techniques. Par exemple, si on vous dit une rangeabilité de 50,
eh bien, ça veut dire que vous faites 100 divisé par 50, ça fait 2. Eh bien, ça veut dire que jusqu'à 2%, elle est capable de contrôler correctement son débit. En dessous de 2%, oubliez, parlez plus de caractéristiques, on ne sait plus ce qui se passe. Enfin, en gros, on va aller fermer la vanne, c'est tout ce qu'on fait. Donc, cette rangeabilité, et en plus, est fonction de l'autorité également. Et donc, c'est lié, mais là, ça va demander un peu plus de temps si on veut creuser ça. Mais pour faire simple, on va, dans des cahiers des charges, des spécifications de vanne, on va demander, par exemple, vanne à égal pourcentage, une rangeabilité, par exemple, de 100, pour s'assurer que cette vanne-là va assurer un très bon contrôle, une très bonne régulation. D'accord, merci Eric. Donc là, c'était vraiment des questions très techniques, très précises sur les vannes de régulation et d'équilibrage. Une question un peu plus générale si on veut. Vous avez montré un schéma de vanne 3 voies que l'on peut convertir en vanne de voie en injection. Est-ce que ceci est possible pour tous les circuits équipés de vannes 3 voies? Ah oui, d'accord. Là, ça fait référence à l'exemple que je donnais pour la boucle ouverte avec la régulation 23 voies. Effectivement, Ouais. dans ce cas-là, on pouvait le convertir en vanne de voie. Alors, en fait, la réponse c'est non. On ne pourra pas convertir tous les circuits 23 voies en vanne de voie en injection. Et pourquoi? Simplement parce que si vous voulez faire ça, il faut que vous ayez une pression primaire. Il faut qu'il y ait une pompe primaire. Et donc, cette pompe primaire, elle va pouvoir alimenter vos vannes de voie. Mais vous avez des circuits avec des 23 voies mélangeuses. Alors, je vais prendre un exemple typique. Il faudrait appuyer sur des schémas pour qu'on puisse mieux suivre probablement. Mais vous avez des départs régulés, 23 voies, qui prennent leur débit sur une bouteille casse pression. Vous voyez, typiquement en chaudière ou sur un collecteur qui est sans pompe, il n'y a pas de pression. Ben, évidemment, si je veux maintenant changer ce circuit-là avec des vannes de voie, alors je peux le faire, mais à condition de prévoir, de rajouter également une pompe qui me permette de créer cette pression primaire pour alimenter mes vannes de voie, puisqu'après, j'aurai un bypass, une séparation hydraulique qui fera la séparation entre ma vanne de voie et le secondaire de l'installation. Donc voilà, si on fait cette conversion, il faudra attention à modifier bien sûr ou s'assurer que le schéma hydraulique accepte cette conversion de passer en vanne de voie en injection, mais de plus en plus, hein, quand même la vanne de voie en injection va être utilisée, était déjà utilisée par pas mal de bureaux d'études et sera de plus en plus utilisée. La 23 voies, a priori, est amenée à disparaître petit à petit en fait, de nos installations. D'accord, merci pour ces précisions. On quitte le domaine des vannes. Maintenant, on passe aux pompes. Pour les pompes à vitesse variable, est-ce qu'il est possible de réguler? Non, il est possible de réguler proportionnellement ou de façon constante la hauteur manométrique. Quel est le meilleur mode de régulation entre ces deux modes, proportionnel ou constant? Et si on a un capteur de pression déporté, quel est son meilleur emplacement? Ouais. Là, c'est évidemment une question complète qui Ouais. mériterait probablement un webinaire aussi complet dessus, mais intéressant. Effectivement, les pompes à vitesse variable, on va dire deux modes de régulation, le mode dit constant, hauteur manométrique constante, ou proportionnel, c'est-à-dire qu'on va se permettre de faire chuter la hauteur manométrique quand le débit est en train de diminuer de l'installation. Alors ça, c'est dans l'idée d'optimiser encore plus, d'aller encore plus loin dans l'optimisation des coûts de pompage et également de limiter les pressions qu'on pourrait avoir sur des robinets thermostatiques, par exemple. Donc le mode proportionnel, bon, il est quand même assez peu utilisé. D'abord, on va le limiter. Généralement, les fabricants de pompes, alors il y a des spécialistes, hein, mais ils nous indiquent que c'est au maximum, on pourra faire chuter de 50%. On ne va pas aller en bas. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, dès qu'on commence à jouer sur ces éléments-là, on prend des risques. Quand vous faites chuter une hauteur manométrique d'une installation, eh bien, vous prenez le risque à un moment donné de dire, ouais, mon installation n'est plus trop en demande, la plupart de mes circuits sont fermés, donc je suis en train de réduire ma hauteur manométrique, ça va. Oui, mais peut-être qu'il y a quelques circuits qui sont toujours en demande et, manque de chance, c'est les circuits les plus défavorisés, ceux pour lesquels j'ai besoin toujours de ma hauteur manométrique maximale pour les alimenter. Donc, on ne veut pas prendre ce risque parce que c'est bien beau d'optimiser les consommations électriques des pompes, mais ce qu'on veut aussi, c'est chauffer correctement, hein. Notre métier à nous, c'est d'amener le confort dans les bâtiments au minimum de consommation. Donc, on va le faire sur certaines installations, mais vous savez, quand on a déjà fait de la pompe à vitesse variable en mettant maintenant une hauteur manométrique constante, plus une installation à débit variable qui travaille dans de bonnes conditions, les coûts de pompage, on les a déjà
bien optimisé, hein. Donc, on peut essayer bien sûr de gagner encore plus, pourquoi pas, mais je suis pas certain qu'il faille se lever la nuit en sursaut pour dire qu'est-ce que je peux faire pour diminuer de quelques pourcents mes hauteurs manométriques. Alors après, sur le capteur séparé, ça c'est une toute autre discussion. Et de nouveau, l'idée, c'est de dire est-ce que je peux pas de nouveau améliorer encore plus, hein, optimiser encore plus la hauteur manométrique que je délivre sur l'installation, simplement en mettant des capteurs, un capteur ou des capteurs qui vont traduire correctement la demande de mon installation et je vais caler ma pompe. Alors, dans le principe, on ne peut pas dire le contraire, mais bien sûr que c'est préférable, on va optimiser, mais il y a également des contraintes. Des contraintes, c'est que, attention, c'est que si vous le mettez en bout de l'installation et vous assurez un delta P minimal en bout de l'installation, à charge intermédiaire, on devra s'assurer que la hauteur manométrique que je génère me permet d'alimenter tous les circuits. Et comme tout à l'heure, je dois faire attention que je n'ai pas un circuit demandeur qui serait relativement résistant. Et à des moments d'installation, j'ai tellement voulu optimiser ma hauteur manométrique que je n'arrive plus à le satisfaire. Donc ça n'irait pas. Alors, ça se calcule, hein. On peut évidemment déterminer, si vous faites le calcul hydraulique complet de votre installation, vous allez pouvoir déterminer quel est le point optimal où mettre le capteur et quel est son point de consigne. D'accord? Donc, en gros, on va le mettre sur le réseau le plus défavorisé, mais on va le consigner par rapport au circuit le plus résistant. Alors, de nouveau, il faudrait qu'on travaille sur des schémas, mais voilà, l'idée, ça serait ça, si vraiment on veut optimiser davantage encore les coûts de pompage en déportant les capteurs. Donc voilà, désolé, en quelques mots, hein, je ne prétends pas avoir fait le tour de la question en ces quelques mots, mais voilà un petit peu les éléments qu'on Oui, peut répondre. on pourra rentrer certainement en détail, mais je pense que la question est intéressante et la réponse aussi. Merci. Tu as parlé tu as parlé de coûts de pompage, Eric. Je vois une question à propos des économies d'énergie. Vous parlez d'économies d'énergie en optimisant le fonctionnement des pompes ou de la régulation. Est-ce que vous avez des chiffres pour les démontrer, ces économies? Oui, alors les chiffres, d'ailleurs, le premier webinaire, on a regardé l'aspect impact énergétique, suivant le comportement hydraulique de l'installation. Jean Olivero a fait cette présentation. Et alors, les chiffres sont toujours difficiles parce que ben, les situations sont tellement différentes, suivant le type de bâtiment, le type d'installation, etc. Alors, donc, pour comparer deux systèmes entre eux, c'est toujours difficile. Donc, on s'est appuyé sur des études universitaires, soit en Europe, des pays nordiques, l'Allemagne, également la France. On a le COSTIC qui fait de très belles études. Ensuite, même aux États-Unis. Et donc, on s'est appuyé sur des études universitaires, après sur des retours d'expérience également de sociétés de maintenance qui nous ont communiqué des chiffres de consommation énergétique pour établir ce qu'on a appelé des faits énergétiques. On a établi 20 faits énergétiques de l'impact d'une modification hydraulique, ce que vous savez avoir comme impact en termes énergétiques. Donc oui, on a des éléments chiffrés sur les coûts de pompage, sur les consommations des bâtiments, sur les rendements, des chaudières, des groupes de froid. Et on peut vous faire passer ces documents. C'est un livret qu'on appelle les 20 faits énergétiques. Et ça, de nouveau, sur demande. Simplement, à la fin de ce webinaire, vous recevrez un email de remerciement et vous avez une adresse email et vous pouvez faire vos demandes, vos remarques, vos demandes, vos questions, si vous souhaitez obtenir ce genre de documents, oui, bien sûr. Ok, et puis également, oui, les webinaires sont en replay sur YouTube et sur notre site internet et on parle de ces chiffres, notamment dans le premier, comme l'a dit Eric. Voilà, je pense qu'on va conclure sur les questions. On en a déjà répondu à plusieurs, mais il en reste beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on y répondra toutes. Si vous en avez encore après le webinaire qui vous viennent, n'hésitez pas à nous envoyer par mail ces questions. Vous trouverez les coordonnées ou envoyez votre mail dans le mail de remerciement qu'on vous enverra à la fin du webinaire. Et voilà, donc merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci de votre attention et puis de votre fidélité. Et j'espère que ça vous a plu et que vous serez également au rendez-vous pour le prochain. Voilà, merci Eric. Merci Antoine, merci à tous de votre participation et à très bientôt. Merci. À très bientôt.